Bonsoir à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Lumière intérieure dans laquelle j'ai le plaisir de recevoir cette semaine un journaliste, un écrivain, un passionné de littérature qui durant plus de 20 ans a incarné le visage du journal de 20h de TF1, Breton revendiqué. Il a publié le 7 octobre dernier aux éditions du Rocher un livre intitulé « La Bretagne au cœur » et chez ce même éditeur, il republie un ouvrage qu'il a publié auparavant chez Fayard, un roman historique sur Lafayette. Patrick Poivre d'Arvor est notre invité ce soir. Bonsoir Patrick Poivre d'Arvor. Bonsoir Priscille. Très heureuse de vous retrouver. Alors donc, 2 livres publiés à quelques semaines d'intervalle. D'abord, arrêtons-nous sur la Bretagne au cœur. Vous dites dans les premières pages de ce livre que vous avez hésité à publier un nouvel ouvrage sur la Bretagne. Vous avez dit j'ai tout écrit là-dessus. Et puis, oui, finalement, vous avez sauté le pas. J'avais déjà écrit 2 livres. Un livre, ce qu'on appelle un beau livre, un livre de photos, et puis un que sais-je, donc c'était plus didactique, un peu plus académique, forcément. Mais là, mon éditeur me disait, parle de toi quand même aussi, ton rapport à la Bretagne, quelque chose de plus intime, ta Bretagne intime. Et alors j'ai eu l'idée donc de cette Bretagne au cœur, dans laquelle j'ai évidemment mis toutes mes passions et cet attachement que j'ai pour cette belle province. Alors c'est votre Bretagne, elle est très incarnée, vous l'avez dit, hein, il y a quand même eu beaucoup subjective. Très subjective. Vous parlez de ces écrivains, alors Chateaubriand, mais pas que. Oui, bien sûr. Bon, Chateaubriand, c'est quand même le père de tous les écrivains, à mon avis français même d'ailleurs. Mais aussi, en effet, Renan, Lamennais, plus récemment Xavier Graal, Père Jacques Azélias, que ce soit aussi Yann Kefelec, Xavier Graal, enfin des personnages qui m'ont beaucoup impressionné. Vous pensez qu'il y a une patte bretonne, il y a une écriture bretonne, il y a quelque chose qui relie ces écrivains entre Assez eux? souvent quand même, quand on regarde, que ce soit chez Tristan Corbière, que ce soit chez Victor Ségalen, il y a beaucoup de folie, il y a beaucoup de... C'est souvent d'ailleurs un rapport très étrange à l'autre et à la normalité et au rêve également. Il y a beaucoup de rêves, beaucoup de gens qui sont en désir de partance chez tous ces écrivains. Désir de partance, on peut entendre que ça fait résonner chez vous, mais alors vous parlez aussi des villes de Bretagne, vous parlez de ces paysages magnifiques, vous parlez de ces femmes, vous dites que la Bretagne est une terre de reines et une terre de fées. Oui, je pense que c'est une terre assez féminine. D'ailleurs, souvent, je compare les villes bretonnes à des femmes, des actrices, par exemple. Et puis, il y a un matriarcat qui est assez fort là-bas. Parce qu'on imagine que des pêcheurs ou que des agriculteurs. Il y a beaucoup de femmes qui régissent tout ça, qui régissent la vie de tout ce monde-là depuis des siècles. Et je l'aime en grande partie pour ça. Je la trouve féminine, voilà. Et du coup, quelle qualité ça inspire à cette terre-là, le fait d'être féminine? Je la trouve plus ouverte aux autres, voilà. Les femmes sont souvent plus ouvertes, un peu moins cassantes dans leur jugement, un peu moins définitives. Et non, la Bretagne est assez ouverte à tous ceux qui passent et tous ceux qui passent. Vous évoquez aussi ce coin de Bretagne dans lequel vous avez posé vos amarres, parce que vous n'êtes pas né, vous partagez avec Olivier de Kersauzon le fait de ne pas être né en Bretagne, vous êtes né à Reims, c'est ça? Voilà. Oui, lui est né dans la Sarthe, donc c'est un peu plus proche. Oui, c'est un peu plus proche. C'est à cause de la guerre. Vous étiez quand même assez loin, les circonstances historiques ont fait que. Mais, et du coup, la Bretagne, pendant très longtemps, ça a d'abord été une terre où vous alliez passer vos étés. Oui. Et donc, en fait, je pense que je l'ai peut-être encore plus aimé à cause de ça, parce que j'attendais cet été avec impatience, comme tout petit garçon, évidemment. Les vacances, c'est important. Et puis, ces vacances avaient lieu, donc, tout le temps, à Trégastel, dans ce lieu qui est devenu mon lieu. Et comme j'étais très timide, je n'avais pas un rapport très facile avec les autres, etc., au moins, j'étais connecté à l'univers, connecté à ce petit village et définitivement aujourd'hui encore des amis m'envoient assez régulièrement des petites vidéos, des petits SMS qui viennent de là-bas, des petites photos. Ça me fait toujours quelque chose, mais ça me renvoie à ma jeunesse plus qu'à l'état actuel. C'est votre Madeleine de Proust? Oui, beaucoup, très important à tout point de vue. C'est l'endroit où j'ai commencé à aimer, où j'ai énormément lu,
C'est l'endroit où reposent mes filles. Voilà, il y a beaucoup de choses qui me rattachent forcément à Trégastel. À cette terre. Vous avez acheté une maison là-bas. L'histoire est très jolie, c'est une petite maison de pêcheurs. Oui, c'est pas bien grand, hein, c'est à peine plus grand que ce studio, mais c'est un endroit devant lequel je passais assez souvent, petit, puis adolescent, puis jeune adulte. Et ça me plaisait beaucoup. Là, la maison, elle date de à peu près 1750. Mais c'est une maison très, très simple, mais qui me plaisait énormément, qui était très proche de la mer, ce qui est assez rare pour les vieilles maisons bretonnes, parce que les Bretons se méfient beaucoup des embruns, de tout ce qui arrive de la mer. Donc, par exemple, vous ne voyez pratiquement jamais le jour. Là, sur la façade nord et ouest, c'est souvent des fenêtres on ne peut plus réduites. Là, en l'occurrence, elle me plaisait, parce qu'elle était au bord de la mer, mais il y avait une dame qui l'habitait, qui n'était pas super commode, et qui avait plutôt tendance à chasser tous ceux qui passaient devant chez elle. Donc, moi. Et puis finalement, vous avez acheté cette maison. Voilà. Et dans cette maison, enfin, plus exactement dans le jardin de cette maison, il y a un arbre, et dans cet arbre, il y a une cabane. Oui, alors il y a plus précisément 2 arbres, et c'est au milieu des 2 arbres qu'il y a une espèce d'escalier en colimaçon qui me conduit en effet à une cabane, donc au-dessus de ces cyprès Lambert, et c'est là que assez souvent j'écris, voilà, je me ressource, mais j'écris beaucoup là. J'écris beaucoup parce qu'on est à peu près à une quinzaine de mètres du sol. On est dans la canopée, on est avec les mouettes, avec les corbeaux. On est avec on est déjà en communion avec le ciel. Et c'est plutôt propice à l'inspiration. Et ça vous inspire, la nature, le ciel. Et puis la mer, quand on se penche un peu, on voit la baie de Sainte-Anne, vous dites? Oui, bien sûr. La baie d'un côté, et puis de l'autre côté, le château de Costaères, qui est un endroit que j'aime énormément, là aussi, très relié à mon enfance. C'est des endroits que je rêvais d'acquérir, même d'ailleurs. Vous savez, c'est le château idéal. Chacun, certains, c'est le château de la Belle au Bois dormant. Moi, c'était le château de Costaères. Il n'est pas bien vieux, il date de 1896, 99, à la fin de sa construction, mais pour moi, c'était quelque chose de magique parce qu'il était au milieu de la mer. Il est sur un petit îlot qui est à découvert quand la mer est très basse. Donc on peut le rejoindre à pied quand la mer est... Mais sinon, on est coupé du monde. Ben oui. Et en fait, dans votre cabane, vous êtes aussi coupé du monde. Oui. Mais le château est très chouette. Hein. Et j'envie celui qui l'habite. Ah ouais, après, il faut le rejoindre par les mouettes pour faire les trajets. Dans cette cabane, il y a des livres. Et je lisais dans une interview que vous avez donnée au HuffPost, au Huffington Post, que les livres, c'est un peu le seul luxe que vous avez. Vous avez un côté assez, un rapport assez fétichiste avec les livres. Oui. Votre fils Arnaud dit que vous en avez 15 000 à peu près. Je ne sais pas si c'est exact. Oui, 15 ou 20 000 même. Je ne sais pas. Il y en a tellement. Il y en a dans toutes les pièces de ma maison à Paris et dans toutes les pièces de ma maison en Bretagne. Oui, je les aime. D'abord, j'ai énormément de mal à m'en défaire. Même les mauvais? L'idée de les jeter, en tout cas, mais absolument impossible à réaliser. Donc, je donne. Mais il y en a un grand nombre que j'ai envie de garder. Puis il y a des collections qui me sont chères parce que j'ai moi-même publié dans ces collections. Alors donc voilà, j'ai des murs entiers qui sont des murs Gallimard, des murs Grasset, des murs Stock, des murs Actes Sud. Voilà, ça se fait naturellement. Et puis j'ai aussi pas mal de biographies, beaucoup de livres qui peuvent me servir si jamais je m'attaque à tel ou tel personnage. Voilà. Est-ce que vous les avez tous lus, ces livres? Non, bien sûr que non, parce que j'en reçois beaucoup. J'en reçois beaucoup par mon métier, puisque je fais une émission quotidienne sur CNews, donc j'ai de quoi la nourrir, et je reçois évidemment pas mal de ses ouvrages. Et puis, certains d'entre eux, je me les réserve. Oui, au fond, c'est pas si mal, hein, parce qu'avec la pandémie, finalement, vous avez un peu de réserve. Ah oui, j'ai pu réattaquer des tas de livres que j'avais gardés pour des jours meilleurs, sans savoir que ces jours meilleurs allaient être assez glauques quand même.
Ah ouais. Vous avez ce rapport que beaucoup ont avec les livres, qui fait qu'on les entasse parce que ça nous rassure. Possible, en tout cas... On a peur de manquer, c'est ce que vous disiez. Oui, et puis il y a le fait que quand ils habillent vraiment mes pièces, c'est-à-dire que j'ai pas de tenture, de quoi que ce soit, de peinture, même, ce sont les murs de bibliothèque. Donc ces murs-là suintent de tout ce qui est écrit à l'intérieur. Et ça, c'est formidable, c'est vraiment magnifique. J'ai l'impression que je suis accompagné par juste ce qui pourrait apparaître à d'autres comme de la décoration et qui pour moi est de l'inspiration. Ce sont des compagnons d'inspiration. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous savez, au départ, quand j'étais petit, j'étais extrêmement timide, donc j'avais beaucoup de mal à lier connaissances et j'ai pu, grâce aux livres, découvrir des amis. Les héros devenaient mes amis, forcément. Puis après, ceux qui ont écrit les livres devenaient mes amis. Donc ça, c'est important. D'une certaine façon, vous savez, quand on parle du mur de Facebook, ça ne veut strictement rien dire, bien sûr, c'est des murs virtuels, ce sont des amis virtuels, tout ça. Mais moi, j'ai des vrais murs avec des vrais amis à l'intérieur. À qui vous parlez, avec qui vous conversez, oui, qui sont souvent morts. Mais qui viennent voilà, peupler vos jours et vos nuits. Oui, parce que mes nuits sont très courtes, j'ai du mal à dormir, donc assez souvent je vais lire. Donc là, je me retrouve là, je prends un livre au hasard ou parce que ça avait été un peu pensé. Et puis après, souvent j'écris. Alors tout ça n'est pas très bon parce que ça restimule un peu l'intellect et du coup ça vous empêche à nouveau de dormir, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. On arrive à la fin de cette première partie, Patrick Au Poivre d'Arvor. Donc je rappelle que vous publiez un livre aux éditions du Rocher, c'est La Bretagne au cœur, voilà, qui a été un très joli voyage, un voyage intérieur et extérieur de cette région que vous connaissez bien. Et puis on parlait un petit peu aussi de votre livre sur Lafayette que vous aviez édité il y a quelques années déjà et qui ressort en livre de poche aux éditions du Rocher. Alors le principe de cette émission, c'est que je vais vous laisser seul à présent, voilà, et qu'on va vous proposer des mots qu'on a choisis spécialement pour vous, à charge pour vous de réagir à ces mots, de nous dire ce qui vous inspire. Je suis sûre que vous allez trouver plein de choses à nous dire. À tout de suite. À tout de suite. Tout va bien ? Très bien. Donc, le premier mot que je vous propose, c'est « mot ». Je les utilise beaucoup. J'ai dû écrire quelque chose comme 70 livres. Ça a de l'importance, c'est beau, je joue avec eux comme je jouerais avec des chiffres. Je suis très nul en mathématiques, en chimie, en physique, dans tous ces domaines-là. Mais les mots, je les adore. J'adore les écouter, les caresser, les lire. Je fais beaucoup de concerts lecture où je lis des textes, des mots qui sont les mots des autres. Je suis accompagné d'un pianiste, une pianiste, d'une violoncelliste, une harpiste. Et ce rapport qu'il y a entre les mots et d'une manière générale, les notes, les ambiances, je crois que ça crée quelque chose. Et moi, ça me rend très heureux de jouer avec les mots. Est-ce que ces mots ont une musique particulière pour vous ? Oui, justement, quand je parlais tout à l'heure de ces concerts lecture, je lis des textes, vous voyez, je lis soit des poèmes tirés de mon anthologie des plus beaux poèmes d'amour, soit Le Petit Prince, soit L'insoutenable légèreté de l'aide de Kundera, soit Chateaubriand, je l'ai fait. Bon. À chaque fois, j'ai besoin qu'il y ait une musique. Alors il y a la musique, évidemment, celui qui m'accompagne, qui me répond, mais il y a la musique des mots. Et vous savez, il y a par exemple, Proust, c'est quelqu'un qu'il faut lire à haute voix, parce que c'est des phrases qui sont des vagues, et c'est très beau. Chateaubriand aussi, les Mémoires d'outre-tombe, ça se lit à haute voix. Donc pour moi, c'est de la musique, en effet.
Est-ce que vous avez des mots favoris? Non, je crois pas. Enfin, ceux qui me viennent, comme ça, il y en a quelques-uns, je les trouve jolis. Tout à l'heure, je vous ai parlé de partance, je ne sais pas pourquoi le mot est venu et ça m'allait bien. Voilà, ce mot de partance. Amour, bien sûr, mais mille autres mots, mais qui arrivent comme ça, sans s'annoncer. Est-ce qu'ils correspondent à une période de votre vie? Non, pas spécialement, je crois pas. Je crois pas. J'ai retrouvé. Je suis en train d'écrire un livre en ce moment sur les gens qui ont fait le choix de partir à l'autre bout du monde. Et là, j'ai retrouvé un poème que j'avais écrit quand j'avais 15 ans. Et ben, en fait, bon, il est très maladroit, il y a des fautes, mais je ne le renie pas. Ce sont mes mots. Ce sont toujours mes mots. Il dit quoi, ce poème? Oh, je ne vais pas vous le lire parce qu'il est absolument dramatiquement pessimiste. Ouais, c'était un moment où À 15 ans, vous étiez pessimiste? Oui, oui, oui. Bah, je n'avais pas vécu des choses magnifiques jusqu'alors. Je venais de sortir d'une maladie où j'aurais pu laisser ma peau. J'ai vu trop de gens disparaître autour de moi. Bon, enfin, tout ça, ce sont d'assez mauvais souvenirs. Et puis, c'était pas facile, quoi. Il a fallu pas mal de temps et attendre l'âge de 16-17 ans pour que je puisse évacuer tout ça. Et je l'ai fait en écrivant des mots, justement, en écrivant un livre qui s'appelait Moya Bieda, que j'ai publié finalement sous le nom de Les Enfants de l'Aube, et qui racontait de manière romanesque, romancée, ce qui m'était arrivé à l'époque. Les mots, c'est aussi une histoire de famille chez vous, parce que en préparant cette émission, j'ai lu, mais vous allez peut-être me dire si c'est juste, que c'est votre grand-père maternel, Jean d'Arvor, de son nom de plume, qui vous a initié à l'écriture. Est-ce que c'est vrai? Oui, et j'ai une immense admiration pour cet homme qui est parti il y a tout juste un demi-siècle et qui avait vraiment mal démarré dans la vie. Et j'espère que, par exemple, pour tous ceux qui nous regardent, ça puisse être un facteur d'espérance. Il ne connaît pas son père, donc il est élevé par sa mère, qui part à l'âge de 2 ans comme nourrice à Rio de Janeiro. C'était compliqué, c'était la fin du 19e siècle. Elle meurt de la fièvre jaune. Et donc il se retrouve orphelin, élevé par une grand-mère qui ne l'aimait pas. Il finit par s'enfuir. Bon, je crois qu'il a 11-12 ans. Il ne sait ni lire ni écrire. Il va commencer à travailler. Travailler à cet âge-là, c'est quand même dur. Il s'occupe du corroyage, c'est-à-dire du traitement des peaux, puis ensuite un peu plus noble la reliure, mais il relit des livres dont il ne sait rien, puisqu'il ne sait pas lire ni écrire. Donc il décide de prendre des cours du soir, et après avoir appris à lire et à écrire, il s'est mis à écrire des poèmes lui-même et à participer à différents prix, trophées de toute nature. Ça s'appelait des jeux floraux à l'époque. Et voilà, il me montrait tout. Dans son bureau, il y avait des médailles magnifiques, de vermeil, de bronze, d'argent, d'or, qu'il avait remporté. Bon, c'était des petits tournois de rien du tout, mais en même temps, c'était la fierté de la famille. Il avait publié un recueil à contes d'auteurs qui s'appelait Poèmes de gloire et de foi. Et voilà, pour nous, c'était l'intellectuel de la famille. Et quand j'ai donc plus tard découvert ce qu'a été vraiment sa vie, voilà, je suis tombé dans une très grande admiration. Il faisait peur à tout le monde, parce qu'il était assez petit, plutôt paralytique. Il avait eu une assez grave maladie, une typhoïde. Et il se baladait avec sa canne, mais il était amoureux des livres, et il en avait beaucoup qu'il me montrait et qui m'impressionnaient évidemment énormément. On va passer au deuxième mot, qui est un mot aussi simple mais aussi important, amitié.
Alors l'amitié, je suis très fidèle en amitié et j'ai quelques amis solides depuis toujours. Très peu sont de mon milieu d'ailleurs, mais ce sont des amis souvent d'enfance. Vous voyez, on parlait de concerts lecture par exemple tout à l'heure. L'un de mes amis d'adolescence s'appelle Jean-Philippe Collard, c'est un très grand pianiste, et avec lui, on se retrouve sur les routes de France et du monde à jouer assez régulièrement. Et on aime ça. On aime ça parce que, bon, il y a le plaisir de jouer. Pour lui, il joue Chopin. Moi, je lis des textes, mais il y a surtout le plaisir de se retrouver et de rester tel qu'on était quand, voilà, il y a 50 ans, et avec un petit recul, toujours un peu d'humour. Voilà, donc pour moi, l'amitié, oui, c'est très, très important. Vous citez dans votre livre La Bretagne au cœur, Olivier de Kersauzon. Qu'est-ce que vous partagez en commun, à part votre bretonitude, si on peut dire ça comme ça? Il y a l'amour de la mer, bien sûr. Le sien est plus puissant que le mien. En tout cas, l'a poussé bien plus loin dans les océans. Il y a le courage aussi d'avoir changé de vie. Alors, donc, ça ne m'est pas arrivé, mais pas encore. Mais peut-être je vais suivre sa voie. Et un jour, il a dit, bon, voilà, je coupe, je romps les amarres et je vais partir à l'autre bout du monde. Et il est parti à Tahiti, à Moorea et à Tahiti. Il y a une forme de poésie dans ce qu'il écrit, dans ce qu'il pense, une forme d'élégance aussi. C'est ce qu'on appelle quelqu'un de bien, à mes yeux. Un homme qui a beaucoup d'humour aussi. Oui, ça aide dans toutes les circonstances, y compris les plus dramatiques. Est-ce que vous avez des inimitiés aussi profondes que vos amitiés? Non, parce qu'en général, sur le moment, oui, ça peut arriver là. Mais après, on a tendance un peu à les mettre dans la poubelle de l'histoire, quoi. Donc on les oublie assez vite. Donc ça reste pas ancré en vous. Je ne peux pas dire que j'ai d'ennemis. Ils vont peut-être se déclarer après cette émission, mais des gens qui ne me fascinent pas, des gens qui se sont mal comportés avec moi, des gens... Bon, en fait, tout ça n'est pas plus grave que ça. Je suis toujours là. Et voilà. Il y a des choses infiniment plus graves. Vous pardonnez facilement? Non. Pas facilement, mais l'oubli, finalement, on dit faut jamais oublier, il faut pardonner, mais il faut jamais oublier. Mais c'est formidable l'oubli, ça. Vous les reléguez dans une zone qui est une zone grise, qui finalement une zone qui leur va bien. Donc comme ça, on les oublie, c'est parfait. La vie vous a appris à relativiser? Oh oui, je pense, parce que je voyais quelques-uns de mes confrères qui se plaignaient de tel ou tel truc. Vous voyez, par exemple, j'ai eu la chance un jour de choisir de rentrer à la télévision. Et j'étais à la radio jusqu'alors. Et tout le monde me présentait ça comme un Graal, comme un truc formidable, etc. Quelques jours avant cette arrivée à Antenne 2, on était en 1975, fin 74 à ce moment-là, puisque ça commence le 6 janvier 75. Mais fin 74, je perds une de mes filles de la mort subite du nourrisson. Je peux vous dire que tout le reste, heureusement, personne n'en a rien su, parce qu'à ce moment-là, quelqu'un qui travaillait à la radio, c'était pas quelque chose d'important. Et c'était beaucoup mieux comme ça. J'ai vécu ça beaucoup plus douloureusement et plus différemment 20 ans plus tard avec ma fille Solène, parce qu'à ce moment-là, j'étais à la télévision. Mais vous voyez, quand il vous arrive une fois un vrai drame, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, après, tout le reste, vous le relativisez. Vous avez tendance à beaucoup relativiser. Il y a des amis qui vous ont aidé durant ces épreuves, votre famille, il y a des gens qui ont été des piliers pour vous? Oui, dans ces cas-là, vous vous apercevez que
comment dire, le socle est extrêmement réduit. Donc vous comptez sur votre femme, vos enfants, vos parents, quand ils sont encore là, et puis sur quelques amis choisis, voilà. Et au fond, ces amis, 40 ans plus tard, en ce qui concerne Stephen, 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, en ce qui concerne Solène, ils sont toujours là, sont les mêmes. Et c'est très important. Et est-ce que ces amis dont vous parliez tout à l'heure dans les livres, ces trésors d'intelligence et de sagesse qu'on retrouve dans les livres, vous ont aidé aussi? Ah oui, oui, oui. Oui, parce que j'ai pu avoir une vie romanesque d'une certaine façon, puisque c'est comme ça que je l'ai appris, la vie, dans les livres. D'abord dans les livres. J'ai appris l'amitié dans les livres, j'ai appris la haine, l'amour, le désespoir, toutes ces choses-là, je les ai beaucoup appris dans les livres. Donc ma conception du monde est peut-être un peu romanesque, mais ça me va très bien, parce qu'il n'est pas Jojo, le monde tous les jours, donc il a besoin d'être un petit peu enjolivé. Et voilà, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Oui. Malgré le fait que ce monde ne soit pas beau tous les jours, vous gardez espoir quand même? Évidemment. Évidemment, parce que d'abord, il faut toujours avoir un petit œil sur le rétroviseur, donc regarder ce qui s'est passé avant vous. Et là, vous apercevez que vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents ont connu bien pire, notamment ces deux affreuses guerres mondiales qui ont ravagé le continent européen au XXe siècle. Donc, à partir de ce moment-là, déjà, vous commencez, là encore, à relativiser. Ça a un rapport avec ce que je disais tout à l'heure. Et puis, par ailleurs, il y a toujours des choses magnifiques derrière le moche. Et voilà, c'est sûr que ces temps que nous vivons, de Covid, de pandémie, de masques, de confinement, ces temps vont s'arrêter, parce que tout s'arrête un jour. Et après, tout n'en paraît que plus beau, plus... Il faut vraiment ne jamais oublier d'où l'on vient, ce qu'on a vécu avant, pour pouvoir jouir du temps présent, même si le temps d'aujourd'hui est un temps morne. On va passer à un troisième mot, qui est le mot absence. Alors j'ai écrit un livre qui s'appelle « Lettre à l'absente », lettre au pluriel. L'absente étant ma fille Solène, mais c'était du temps où elle était encore présente, si je puis dire. Elle était simplement malade, l'anorexie, mais elle était donc soignée dans différents hôpitaux. On n'avait pas le droit, ses parents, ses frères et sœurs, on n'avait pas le droit de la voir. Et donc elle était pour nous, est une absence terrible, parce qu'elle était une absence à quelques kilomètres de chez nous. Et donc, de temps en temps, j'allais essayer de voir sa chambre. J'avais fait un petit repérage comme ça à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, pas très loin d'ici, ou un peu plus tard dans un autre. Et voilà, pour moi, elle était l'absente, et je lui ai écrit des lettres. Et ça a été, je crois, très très utile pour nous, pour notre complicité. Ces lettres, elle n'avait pas le droit de les recevoir. C'était le principe absurde et assez moyenâgeux du confinement total. Ni visite, ni coup de téléphone, ni lettres. Mais après, elle a pu les lire et elle a trouvé ça formidable. Elle me dit, tu devrais les publier. Pour elle, elle l'a vécu comme un témoignage d'amour, et c'était très important. Et donc, je les ai publiés, et j'étais vraiment heureux de lui faire ce cadeau. Et en même temps, je faisais un cadeau pour les gens qui étaient en train de souffrir de la même maladie qu'elle, puisque plus tard, j'ai créé, avec Madame Chirac, qui a été vraiment capitale dans cette affaire, une maison qui s'appelle la Maison de Solène, donc une sorte d'hôpital pour
adolescents qui sont en difficulté face justement à l'anorexie, à la boulimie, aux tentations suicidaires et autres. Ces tentations, l'adolescence est toujours une période compliquée de la vie chez les enfants. Et on imagine, et vous devez imaginer encore plus que nous, que cette période compliquée du confinement, même si aujourd'hui les lycéens, les collégiens peuvent aller à l'école, ne coupent pas tout lien avec leurs amis, avec ce monde-là, ce confinement rend les choses encore plus dures. Quelle est votre perception de ce confinement à l'aune de cette souffrance adolescente ? Mais c'est bien que vous me posiez la question parce qu'on ne s'est pas suffisamment intéressé sur les dégâts sur la santé mentale des Français, des habitants de toutes les zones confinées, bien sûr, des Français singulièrement et des adolescents particulièrement, parce qu'il y a les personnes âgées qui souffrent beaucoup de cet isolement qui leur a été imposé, parfois de manière très technocratique, même quasi absurde, puisqu'il y a des règles qui peuvent être extrêmement bien respectées dans les EHPAD ou ailleurs. Et puis les adolescents, c'est vrai qu'ils ont besoin de parler, c'est un moment de la vie où on est en éruption, il y a de la lave vivante et encore brûlante à l'intérieur de soi, et donc il faut que tout ça sorte. Ça sorte parfois d'une manière ça peut nous sembler dérisoire quand on est plus âgé, mais ce n'est pas du tout dérisoire, mais c'est déjà de l'échange. Donc il faut penser à eux, plutôt que de les incriminer et les montrer du doigt. Vous dites dans votre livre que les Bretons entretiennent un rapport étrange avec la mort, fait de respect, mais aussi de proximité. Oui, parce que si vous regardez à peu près toutes les grandes traditions, qui sont d'ailleurs plus orales qu'écrites, parce qu'on écrivait peu, on voit que l'Ankou, donc la représentation bretonne de la mort, l'Ankou, est présent tout le temps. Elle est présente parce que parfois il s'agit de punir, parfois il s'agit de ne pas avoir de chance, il s'agit juste de le croiser. Et donc, la manière dont les Bretons ont apprivoisé la mort est très intéressante parce que ils ne sont pas en train de se geindre en permanence, en train de dire « mon Dieu, au secours ». Qu'est-ce qui va nous arriver, etc. Ils savent qu'il y a quelque chose qui sera inéluctable, qui sera la mort. Et puis après, tout le monde se réunit d'une certaine façon autour de l'église. Les cimetières sont très souvent collés à l'église, totalement. Et il y avait même, dans mon enfance encore, il y avait même un ossuaire à Trégastel. On voyait donc des crânes, évidemment, c'était impressionnant. Parce qu'il fallait que tout le monde soit chauffé par cette église au milieu du village. Voilà. À cette époque, en Bretagne, encore aujourd'hui, la mort fait partie de la vie. Et c'est un peu le mal de notre époque aujourd'hui. On compte les morts chaque jour à la télévision, mais on oublie que la mort fait partie de la vie. Ah oui, c'est même étonnant la manière dont on a tenu la mort à distance depuis, je dirais, peut-être une trentaine d'années. La mort ne doit pas exister, la mort doit être cachée. Regardez ces cérémonies absurdes qui sont imposées pour les enterrements. Au début, c'était 10 personnes, 20, après un peu plus. Pour empêcher les gens d'accompagner le défunt jusqu'à sa dernière demeure. Mais c'est absurde, ça. Et puis, il faut regarder les choses en face. Il faut regarder la mort en face. De la même manière qu'il faut regarder le soleil en face. C'est ce que disait Bernanos. Et c'est vrai qu'en plus, il faut savoir que ceci existe. Et on a tellement repoussé les choses, on a tellement éloigné les gens. Vous voyez, avant, les personnes âgées vivaient au milieu de leur famille. Ils vivaient notamment en Bretagne, mais pas qu'en Bretagne, bien sûr, autour du foyer. Le foyer, ça avait un sens, c'était la cheminée, mais ça avait un sens aussi plus... Voilà, c'était le foyer qui irradiait l'ensemble du corps et de la maison. Ils étaient là et ils mouraient souvent chez eux.
après, on a commencé à les mettre dans des hospices, dans des maisons de retraite, aujourd'hui dans des EHPAD. Et les plus jeunes ne voient pas les gens mourir ou décliner, ou ne les voient que très très régulièrement. C'est pas une belle évolution. Et ça aboutit à des sociétés, au fond, qui nient et qui ont tendance à refuser et peut-être même à se déshumaniser. Merci. On va passer au quatrième mot, qui est le mot foi. Alors, j'ai un rapport très ambivalent avec ce mot, et surtout avec ce concept, parce que je respecte beaucoup les hommes et les femmes de foi. C'est sans doute parmi ceux que j'ai pu interviewer qui m'ont fait la plus forte impression, et de loin. Mais en revanche, je ne l'ai pas à la fois. Voilà, je ne l'ai plus et j'aurais besoin qu'elle revienne à moi. Alors, vous me direz qu'il faudrait peut-être que je travaille, mais enfin, moi, je préférerais qu'elle travaille pour revenir dans ma direction. Pourquoi dites-vous que vous avez besoin qu'elle revienne à vous ? Parce que je trouve ça, moi je regarde beaucoup les gens qui ont la foi, que ce soit d'ailleurs les catholiques, les protestants, les juifs, les musulmans, les bouddhistes. Je les envie parce qu'ils ont quelque chose que je n'ai pas. Et puis ils ont des perspectives que je n'ai pas, et notamment pour après la mort. Donc voilà, ils sont chanceux. Mais moi, je préfère être honnête, ne pas essayer de me cacher derrière un paravent où je raconterais des calembredaines. Non, je pense que ce rapport que j'avais avec la foi a été beaucoup ébranlé par la perte de mes 3 filles, Garance, Tiphaine et Solène. Et donc, parce qu'on se dit dans ces cas-là, à quoi ça sert de créer un monde où il y a des douleurs de cette nature. Et donc, est-ce qu'il peut y avoir vraiment un Dieu derrière tout ça? Donc, c'est des questions qui sont assez naturelles. Voilà. Il y a des gens qui s'en sortent bien grâce justement à la foi et qui surmontent ces épreuves. Et puis, il y a des gens qui justement en veulent. Et c'est aussi pas mal, la colère. C'est bien de rester dans la colère. C'est une façon de rester en vie, d'être en Oui. colère. Je me posais la question, vous avez eu l'occasion, l'opportunité de rencontrer des gens de foi assez exceptionnels, notamment Sœur Emmanuelle. Vous lui avez posé cette question du mal, de la douleur, de la mort dans la vie, de la perte d'enfants. Vous lui avez dit pourquoi Dieu accepte ça ? Oui, bien sûr, parce qu'en plus, elle avait été très présente à mes côtés dans ces moments-là. Je la voyais, elle venait dîner à la maison, on avait des rencontres hors médias. Et puis, je l'invitais dans mes différentes émissions, on parlait de ça. Oui, elle me donnait son point de vue. Qui était un point de vue consolateur, rassurant, mais qui n'était pas de nature à me faire changer d'avis. Vous savez, le problème en plus d'un journaliste, c'est qu'il est un peu comme saint Thomas, il a toujours besoin de vérifier, de recouper, d'être sûr. Voilà. Or, par nature, la foi est un concept qui ne peut pas se vérifier. Si vous l'avez, vous ne l'avez pas. Et après, vous ne pouvez pas vérifier si tout ce qui est écrit dans les grands livres est vrai, puisque en général, c'est quelque chose que vous découvrez une fois que vous n'êtes plus là. Donc, ce n'est pas simple. Vous pensez que foi et raison ne peuvent pas aller ensemble, que toute cette notion d'apologétique qu'on a longtemps oublié, d'étayer la foi par la raison, par la science, par les sciences humaines, mais aussi les sciences mathématiques ou physiques. Il y a eu des grands penseurs qui ont dit des choses assez définitives sur le sujet, un peu importantes en tout cas. Mais
Moi, ça ne me suffit pas. Moi, il faut que... Voilà, c'est comme l'amour, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. On ne peut pas vous forcer à aimer quelqu'un que vous n'aimez pas, par exemple. Donc, si ça m'arrive, et qu'il est encore temps, ben, j'en serais absolument ravi. Vous avez des choses à dire à Dieu. Vous avez vécu des choses que beaucoup ne vivent pas et qu'aucun parent ne souhaite de vivre. Et en vous écoutant, je me dis qu'il est normal d'être en colère. Mais c'est aussi une forme de prière, la colère. Oui, oui. Oui, c'est pas une prière très, très conventionnelle. J'avais un excellent ami qui était justement mon aumônier, qui s'appelait Bernard Gouraud, qui a fait beaucoup d'ailleurs pour la propagation de la foi, entre guillemets, dans le sens vraiment le plus littéral du terme, c'est-à-dire qu'il faisait des choses pour qu'on fasse connaître la foi, notamment dans les milieux des médias, et utiliser ces instruments modernes que sont les médias pour justement faire partager ces croyances. Et cet homme-là, je l'avais connu, je ne sais plus, peut-être je devais être en 5e, 4e, 5e, au lycée. C'était mon aumônier, il m'a accompagné tout au long de ma vie. Il était là au moment de mon mariage, c'est lui qui nous a mariés, c'est lui qui était là au moment de la perte de mes enfants. Et j'étais là, évidemment, quand il est mort. Bon, on avait beaucoup de vrais beaux échanges sur le sujet. Et il acceptait mes refus. Mais on sent quand même que le dialogue est là. Oui. Vous n'êtes pas ni dans l'indifférence, ni dans non. la négation totale. En plus, je déteste les gens qui ont des certitudes permanentes. Non, les choses sont destinées à bouger. Si elles peuvent bouger, j'en serais absolument heureux. Merci Patrick Poivre d'Arvor. On va passer à la dernière partie de l'émission. Ne bougez pas, j'arrive. Tout va bien ? Très bien. Je me disais que cette époque était compliquée, non seulement pour nous les adultes, mais aussi pour les adolescents. Vous l'avez évoqué. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'elle vous inspire, vous qui avez ce recul de journalisme et ce recul de père, ce recul d'homme. Bon, pour dire la vérité, je ne suis pas très fan de mon époque. Donc je ne serais pas formidable pour la défendre ici. Moi, j'ai toujours rêvé de vivre au 19e. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, depuis l'adolescence à peu près, essentiellement depuis tous ces livres que j'ai lus, de Balzac, de Stendhal, de Victor Hugo, d'Alexandre Dumas, tous ces gens qui me faisaient rêver. Et je me disais quand même, ça devait être plus chouette. Puis en même temps, après, on m'a dit, ah oui, mais ça dépend de quel côté tu étais, évidemment, si tu étais du bon côté, ça peut aider, mais aujourd'hui, c'est plus facile, même si on est d'un côté moins agréable, tout le monde peut s'en sortir ou presque. Mais il n'empêche, cette époque avait de la gueule, la nôtre n'en a pas beaucoup, soyons francs, elle est assez vulgaire, il y a une espèce de petite trivialité des sentiments qui se voit d'ailleurs un peu partout, hein, que ce soit à la télévision, dans la vie de chacun, dans les conversations, même dans les films parfois. Voilà, tout. Je ne suis pas emballé, quoi. Et je reconnais qu'il y a beaucoup de progrès, que c'est formidable de vivre 20 ans de plus, etc., etc. Mais ce n'est pas une époque de grande classe, quoi. Qu'est-ce qui manque à cette époque, selon vous ? Je pense qu'il y a beaucoup moins de convictions qu'avant. Il y a beaucoup moins d'idéaux. Regardez bien. Avant, il y avait même... Il n'y a pas très longtemps encore. Il y a une trentaine d'années. Les gens étaient tous engagés. Ah oui, je vais aller
avec Médecins sans frontières, Médecins du monde, je fais SOS Racisme, je fais ça. Il y avait beaucoup de choses. Aujourd'hui, la société est beaucoup plus individualiste, avec ce raccourcissement de la pensée qui se termine par un petit rectangle qui s'appelle un smartphone ou un portable, si on veut parler français. Et dans ce portable, tout le monde pense que tout est mis de sa vie, c'est-à-dire vos amis, vos jeux, vos passions, votre goût des séries ou du foot ou je ne sais quoi, et puis des numéros de téléphone qui vont vous relier à quelque chose qui finalement n'a pas la même solidité que les liens de naguère. Donc on est sur une époque qui est beaucoup moins solidaire, moins passionnante. Regardez les grandes idéologies, elles ont presque toutes disparu. Alors on est en train de comparer le libéralisme, tout ça, ce n'est pas des idéologies, c'est juste des façons de voir c'est les concepts l'économie. économiques. Oui, c'est tout, voilà. Mais est-ce qu'il y a des choses qui trouvent grâce à vos yeux quand même? Oui, plein, mais d'abord, parfois je trouve... La production littéraire, par exemple, oui, les je auteurs. tombe sur des livres formidables. Heureusement qu'il y a ça, heureusement qu'il y a la musique classique aussi qui me redonne foi en toute chose, qu'il peut y avoir de l'art, qu'il peut y avoir des gestes architecturaux qui me plaisent et qui me rendent heureux. Ça existe, bien sûr. Une forme d'élévation de l'âme. Oui, alors l'élévation, elle existe pour un certain nombre de gens, mais pas globalement. On sent que c'est pas un concept qu'on donne, enfin c'est pas une espérance qu'on donne à chacun en disant voilà, il faut que si tu réussis à t'élever, parce qu'un élève c'est ça quand même, un élève dans une école c'est quelqu'un qui s'élève. On va en plus t'élever, on va élever ton âme. Non, les gens pensent beaucoup à élever le compte bancaire, le caddie qui va pouvoir... Tout ce chiffre se mesure, et je vous écoute et en même temps je pense du coup à votre grand-père, parce que lui c'est ce qu'il a fait. Il s'est élevé en partant dans des conditions... Et puis il a fini par écrire les mots. Extrait même de sa condition. Même, le mouvement est encore plus fort. On n'a pas évoqué votre livre sur Lafayette, personnage formidable, homme qui a beaucoup aimé durant sa vie. Alors vous lui évoquez une liaison platonique, on l'espère, avec Marie-Antoinette. Mais c'est pas avéré, mais c'est soupçonné. Je suis parti de ce postulat parce que je l'avais lu dans un livre de Joseph Delteil qui m'avait paru très intéressant. Il évoquait ça et je me suis dit, tiens, au fond, si on le regarde à l'aune de son rapport à Marie-Antoinette, et ça collait bien. Alors j'en avais fait il y a une vingtaine d'années un livre qui s'appelait « J'ai aimé une reine ». Et là, il est republié sous le titre « Le roman de Lafayette », parce que c'est vraiment autour de ce personnage. Ben là, voilà quelqu'un qui a 19 ans. Lui, il a essayé d'élever son âme. Il dit, tiens, je vais aller sauver les Américains qui essaient de trouver leur indépendance vis-à-vis des Anglais. Il est parti à 19 ans. Il a affrété un bateau. Il a traversé l'Atlantique. Il ne connaissait absolument ni personne là-bas. Il a mis beaucoup de temps, d'ailleurs, pour pouvoir être introduit auprès de George Washington. Puis finalement, George Washington l'a pris un peu comme son fils adoptif, puisqu'il n'avait pas de fils et que Lafayette n'avait plus de père. Mais ce n'était pas si facile. Il a osé, il a voulu. Puis après, quand il est rentré, il a osé encore d'autres choses. C'était le personnage certainement le plus populaire en France en 1790, lors de la fête de la Fédération. Voilà, moi j'aime des beaux destins comme ça. Et là aussi, ça démarre d'un petit château qui ne paye pas de mine, à Chavagnac, en Auvergne. En Haute-Loire. Il y a dans ce livre un personnage qu'on découvre de façon très épisodique, mais que vous mettez en exergue, enfin en tout cas en lumière à la fin de ce livre. Vous rendez un hommage appuyé à sa femme, Adrienne. Adrienne, oui. Vous dites que c'est une femme exceptionnelle, qu'il avait pourtant longtemps négligée, c'est ce que vous écrivez, et vous rappelez que grâce au magnifique dévouement d'une femme si souvent trompée, Lafayette, tout au long des 40 années qui lui restaient à vivre, regarderait l'amour d'une toute autre façon. Ah oui, c'est vrai. Cette femme qui a été beaucoup trompée est quand même allée là où Lafayette était en prison, c'est-à-dire en Prusse. Et elle a décidé d'y vivre là, pour l'accompagner dans ce moment difficile. Bon, ça c'est un beau geste. Je
pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui auraient eu ce geste. Et puis, d'autres choses. Voilà, c'est un personnage très, très intéressant, Adrienne. Les femmes fortes, les femmes en général, vous inspirent. On lit aussi bien dans votre livre sur la Bretagne, vous parlez du côté féminin de la Bretagne. Pourquoi la femme vous inspire Vous avez sur nous déjà vous savez que vous avez cette possibilité que nous n'avons pas d'enfanter. Donc, c'est de porter un enfant pendant 9 mois, puis d'accoucher de cet enfant. Ça, c'est quelque chose que vous avez en plus de nous. Alors, vous avez par ailleurs une chance aussi, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs vous avez cette chance, mais vous pouvez vivre 6-7 ans de plus que nous. Ce qui est quand même ça se raccourcit, il paraît. Oui, ça se raccourcit. Il serait temps qu'on commence enfin à vous rattraper sur ce sujet. Mais il serait temps aussi que sur le sujet de l'égalité salariale, vous rattrapiez vos homologues masculins. Donc non, mais c'est globalement, j'aime les femmes parce que j'aime les regarder fonctionner, voilà, je les aime avec leurs failles, avec leurs roueries, elles en ont aussi, mais je préfère ça à la domination masculine, et à la domination très martiale, machin, c'est ça ou rien, une baffe ou rien, tout ça est quand même assez... C'est un peu sommaire. Assez sommaire. Vous terminez votre livre sur la Bretagne par une anaphore, jamais je n'oublierai, que vous appliquez dans ce livre à la Bretagne, mais si vous devez l'appliquer, si vous l'appliquez à votre vie, Patrick Poivre d'Arvor, jamais je n'oublierai, qu'est-ce que vous n'oublierez jamais? Je n'oublierai jamais mes filles. Et singulièrement Solène, parce que Solène, je l'ai bien connue, accompagnée jusqu'à ses 19 ans. Quand je lis Victor Hugo, qui parle de Léopoldine, elle aussi était morte à 19 ans, et je sais trop ce qu'est ce moment, ce rapport qu'il y a entre un père et une fille, qui est tout souvent un rapport magnifique. Et quand il est brutalement interrompu, évidemment, voilà. On se dit que je peux oublier beaucoup de choses, mais jamais ça, jamais elle en tout cas. Merci beaucoup, Patrick Poivre d'Arvor, pour nous avoir parlé de vous, de vos livres. Merci également à vous de nous avoir suivis. Puis je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette émission sur kto.tv.com. À la semaine prochaine.